Stop. On va faire ça. On va servir. Oh la bonne odeur! Bien que sentir en la Oh, t'as pas envie, hein? Pause. T'as pas faim? C'est pour ça que je l'ai pris en photo la dernière. Oui, je fais exprès de la revenir. Et si tu ne passes pas l'assiette, c'est moi qui les prends. Hein. On va en faire pour nous. Vous partez que pour la même. Voilà. Elle est meilleure. Moi j'aime bien les miens. Monsieur, Ça vient, je ne quitte pas. Pascal. Il travaille pas? c'est bon. Ouais. Allez, voilà. Merci. Et après, si c'est pas la dernière, on dira que c'est l'avant-dernière. Qui c'est qui va encore dans votre sous-sous? La couette, c'est bon. Et bisous à Pascal aussi. Pascal aussi, tu veux un bisou? Ah bah, tu jalouses, hein? J'ai jamais embrassé une Auvergnate. Merci. Bon, c'est bon? Tout le monde a assez mangé? On a besoin de raconter des histoires? Oui. Oui, on veut une histoire. Alors c'est parti. Et le corset était associé aussi au porte-jartel et à la jarretière. Maintenant, dans les trucs érotiques, ils en font juste pour faire beau. Hein. Mais à l'époque, c'était... Bon, je lis tout de suite. Non, mais enfin bon, avec une fonction de visser les bas en laine, hein, tricoté à la main, en coton, hein, un petit peu moins fin, en soie naturelle, avant ceux en nylon importés par les Américains. Ouais. Pendant des années, cette profession a occupé pas mal de personnes qui gagnaient bien leur vie. Elle a complètement disparu il y a une quarantaine d'années, lorsque la réparation a commencé à coûter aussi cher que le remplacement des bas. Merci. Ce soir-là, Clodoche le sabotier appela son fils Janet et lui tint ce langage. J'ai beau clouer tous les jours des sabots, je ne peux arriver à gagner ma vie et la tuer. Les hommes ne veulent pas reconnaître l'importance d'avoir les pieds chaussés, puisqu'ils me donnent si peu d'argent à l'échange des beaux sabots que je veux. Du reste, il n'est pas juste que tu vives sans travailler. Pars donc chercher fortune à travers le monde. Je tâcherai d'oublier au bruit de nos marteaux le chagrin de ton départ. Et Janet, ayant embrassé son père, se mit en route. Alors viens avec nous, tu verras de grandes batailles, et tu entreras derrière moi dans les villes prises. Janet apprit donc le métier de soldat. Il n'eut point trop de peine, car il était brave. Un jour, l'armée se trouvait arrêtée par une forteresse d'une hauteur extrême. Les ennemis, cachés derrière les créneaux, exterminaient les assaillants. On allait livrer un dernier combat. Il travailla et apprit à faire
d'événements. Or, le gouverneur de la ville, qui allait se marier, fit annoncer qu'il donnerait une riche récompense au maître tailleur qui lui apportait le plus bel habit pour le jour de sa noce. Jeannet mit les ciseaux dans sa poche et continua son voyage. Il passa devant un vieux château solitaire où vivait un astrologue qui, justement, était devant sa porte en train de rêver. Je compose une carte du ciel où seront toutes les planètes. Tu m'aideras? Entre, tu verras comme la science est une belle chose. Comme il partait pour le remercier, l'astrologue lui donna une lunette merveilleuse qui permettait de voir à une distance extraordinaire et à travers les corps opaques. Soldats, on gagne des batailles. Savants, on découvre des choses merveilleuses. Modeste artisan, on est utile à ses concitoyens. Et l'on trouve le bonheur en faisant bien son devoir. Intéressons-nous à un serrurier célèbre, le roi Louis XVI. Le corps des serruriers de Versailles apporta un jour au roi pour lui faire hommage, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. C'était une serrure à secret. C'est une serrure munie d'un système de sécurité qui ne s'ouvre que si l'on actionne la clé d'une certaine façon, connue du possesseur seul. Elle peut aussi être condamnée grâce à une pièce appelée cache-entrée, qui, ajoutée à la serrure, empêche d'y introduire une clé. Le roi voulut qu'on le laisse trouver seul le secret de la serrure. Et il le trouva, mais dans l'instant où il fit jouer le ressort, du milieu de la serrure jaillit un dauphin d'acier, admirablement travaillé. Au début de la Révolution, Louis XVI ressentit la nécessité d'avoir un lieu sûr où il put déposer ses papiers les plus importants. Il s'agissait de tractations secrètes qu'il avait eues avec des souverains européens et de ses correspondances avec Mirabeau, Dumouriez et Lafayette. Il reçut pour salaire de sa dénonciation une pension de 1200 livres. Il me demandait pourquoi prenait cette forme de quoi. Cette affaire opportune plaida bien sûr en faveur de l'accusation au procès de Louis XVI. Voilà, et en dessous c'est écrit fromage. Un jour, un villageois vient le consulter. C'est Firmin Lambeau. Il se plaignait de voir sa belle truie devenue anorexique. La pauvre bête dépérit sa vue d'œil. Et bien entendu, étant donné son sexe, pas possible de lui faire subir la moindre castration qui peut mettre un dent glacé. En vrai clinicien, Hyacinthe tapa sur le ventre de la truie. Après cet examen minutieux, il prescrivit une purge à l'oseille et un tas d'autres ingrédients ajoutés dans la pitance de la malade. Hélas, on aurait pu s'en douter, ce traitement échoua. Et le Firmin revint en consultation. Manifestement, ce jour-là, Hyacinthe avait bu un bon coup. L'esprit certainement embué, il tint le raisonnement suivant. L'histoire ne dit pas si le propriétaire de l'anorexie cannibale appliqua cette curieuse ordonnance. Mais comme il ne revint plus en consultation, notre homme de l'art, c'est-à-dire Hyacinthe, là, pas en un mot, mais avec un apostrophe. Notre homme de l'art, donc, se dit qu'il avait fait mouche en misant sur les effets de l'alcool dans le domaine médical. Vous pensez bien, 20 km aller,
20 km d'eau, ça laissait à notre blessé le temps de prendre son médicament, bien sûr. Au retour, Hyacinthe et son compagnon trouvèrent le Junanga bien entamé, mais encore conscient. L'opération put commencer. Le chirurgien commanda une autre bouteille de gnôle. Je dis pas. Moitié pour l'anesthésie par voie orale, voilà. Moitié pour la désinfection de la plaie. Il fit rougir quelques fers dans le feu de la cheminée et retira du bras les chairs écrabouillées et les morceaux d'os éclatés. Avec le bras qui lui restait, il continua de se soigner à la gnôle, qui, semble-t-il, possède des vertus anesthésiques et thérapeutiques qu'on ne rencontre plus de nos jours. Vous êtes d'accord? À Moyeuvre-Petit, bizarrement, un petit coin de la forêt s'appelle le Fond de Cristal. En voilà la raison. En l'an 1312, à Pette-Moyeuvre, c'est ainsi que s'appelait Moyeuvre-Petit à l'époque, vivait François Le Merlin, 35 ans, veuf, père de 4 enfants. Et surtout, il ne faisait jamais le moindre compliment à qui que ce soit. En un mot, notre charbonnier était bourru. Et nous l'avons dit, il avait 4 enfants. En plus. L'aînée était une fille. Elle s'appelait Blanche. Prénom un peu surprenant dans une famille de charbonniers. En tout cas, elle était particulièrement jolie, avec son teint pâle. Elle élevait depuis la mort de la mère ses 3 frères et sœurs. Blanche approchait de ses 17 ans. Et bien entendu, les garçons du village et des environs la courtisaient. Si la Blanche trouve un mignon et se met en tête de l'épouser, qui s'occupera de faire tourner la maison? Qui s'occupera des petits? Se disait-il. J'ai ma consigne. Et puis, s'occuper des enfants, c'est pas une affaire d'homme. Mais ce qui devait arriver arriva. Un beau jeune homme réussit à gagner le cœur de Blanche. Je ne vous décris pas la colère du François quand il comprit que sa fille était amoureuse. Toute la forêt résonna de ses cris, les renards se cachèrent dans leurs terriers, les loups quittèrent précipitamment le corps bas, les cerfs et les biches s'enfuirent vers Saint-Pierre-Mont. Les fées du Grand Chêne étaient pétrifiées, même la sorcière de la forge du Perrotin se mit à trembler. On dit encore aujourd'hui chez les animaux que les poissons du conroi s'enfuirent immédiatement vers l'homme. Bien évidemment, il demeurait insensible à la beauté de ces lieux. François Le Merlin tentait de réfléchir. Les idées noires se bousculaient dans sa tête de charbonnier. Il pensa avec émotion à ses enfants. Et lorsque ses pensées allèrent plus particulièrement vers Blanche, il s'aperçut que des gouttes d'eau perlaient des branches. Le François réalisa qu'il ne devait pas empêcher la Blanche de se marier avec le Pierre. La glace fondait. Il réalisa que c'était à lui de trouver des solutions pour la garde des petits. La glace fondait. Il se dit que les travaux de la maison il pourrait essayer les faire lui-même. La glace fondée. Le charbonnier put enfin se mettre au travail. Quelques semaines plus tard, ayant terminé sa fabrication de charbon de bois, il revint au village. Tous les habitants craignaient son retour. François Le Merlin traversa le village, le sourire aux lèvres. Il salua tout le monde et annonça à sa fille Blanche qu'il donnait son assentiment pour le mariage avec le Pierre. Vous savez maintenant pourquoi, à Moyeuvre-Petit, on appelle un petit coin de la forêt le Fond de Cristal. Le mouleur, le ramoneur, le marchand de peau de lapin, le bouillard de cru
sûr, ce bienfaiteur de l'humanité confectionnait les matelas dans son atelier. Mais il passait une grande partie de son temps à travailler chez ses clients dormeurs. Il faut dire que le plus souvent, un couple conservait le même matelas pendant toute sa vie. Une fois cardé, cette laine était conservée pendant l'hiver au grenier dans 2 vieux draps noués. Puis on faisait appel au matelassier, armé d'un 2 mètres, d'une aiguille longue d'une vingtaine de centimètres et de ficelles. Il fallait qu'il termine son ouvrage dans la journée pour une raison évidente, bien sûr. Restait à coudre quelques rangées de boutons de laine pour empêcher la garniture intérieure de se déplacer. Peut-être parfois testait-il le matelas avec la cliente. En tout cas, on le reverrait dans quelques années. Et ça, j'ai connu, même en ville. Elle voit, mais la c'était con, mais en ville, nous, on l'a fait faire. Les Auvergnats qui sans façon avaient créé, c'est une aubaine, la sauce raconte-moi la Lorraine. On a passé de bons moments sans s'ennuyer un seul instant. Ça m'avait réchauffé le corps, mon amour plus longtemps. Ce n'était rien que des histoires et on aimait bien se revoir. Mais c'est fini, c'est terminé, chacun partant de son côté. Elle est à vous cette chanson, vous Auvergnats qui sans façon nous ont donné bien du bonheur, l'antidépresseur. Elle est pour vous cette chanson, les Auvergnats que nous aimons, qui donnent 4 bouts de bois à leurs amis quand ils ont froid. Vous qui répondez toujours quand vous interpelle un cœur craquant, vous l'écoutez attentionné sans fermer la porte au nez. Savoir donner un peu de soi, c'est votre rêve et votre loi, et dans votre âme il reste encore bien caché dans votre trésor. Les Auvergnats pour notre peine, vous abandonnez la Lorraine, mais notre ami